Avec nous, aujourd'hui, l'Italie, l'Amérique et le Portugal. Chiara Piotto, correspondante italienne pour la chaîne Info Sky News Italie. Eduardo Coué, correspondant américain à Paris. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Correspondance. Et donc, et le thème et la phrase qui ont donné finalement le ton, le coup d'envoi de la rentrée politique. Le thème, c'est l'énergie. Et la phrase, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée en Conseil des ministres. Et on va la réécouter. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Voilà, une fin de l'abondance et les mesures qui vont avec, décidées en Conseil de défense, non pas militaire, non pas sanitaire, mais cette fois énergétique. C'était vendredi et la ministre de la Transition énergétique, justement, est venue prévenir les Français. La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous. L'État prendra sa part et sera exemplaire. Ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. Un conseil de défense énergétique, Chiara Piotto, c'est nécessaire comme le dit le président et tout son entourage, ou c'est de la dramatisation comme le dit l'opposition? Certainement, on a appris à connaître très bien ces moyens de communication entre Macron et ses ministres, son gouvernement. C'est une situation vraiment exceptionnelle. Ça fait peur, bien sûr, pas seulement en France, mais en toute l'Europe, l'idée de devoir utiliser des termes si extrêmes pour parler d'énergie. On n'avait pas l'habitude dans les dernières années d'être préoccupé à ces niveaux-là de notre énergie, de notre vie quotidienne aussi. Ce que je pense, c'est qu'il faut sûrement trouver une solution rapidement. Et c'est pour ça, je pense, que Macron a voulu utiliser ces moyens qu'il connaît être assez pas aimé, surtout par l'opposition. Là, ce qu'on a vu, c'est quand même, du point de vue italien, une capacité française de trouver une solution pragmatique dans un temps assez rapide. Et du coup, on oserait dire ça a bien marché jusqu'ici. Ça n'a pas été fait un peu avant en Italie, par exemple, un peu plus tôt? On a commencé plutôt à en discuter, mais on a trouvé une solution au même moment, dans le même jour. Du coup, finalement... donc ça a pris plus de temps? Oui, ça a pris plus de temps, justement parce qu'on n'a pas un conseil de sécurité comme ça. Eduardo Coué? Oui, je pense que le gouvernement dramatise pas mal. Ceci dit, il n'a pas tout à fait tort non plus de le faire. La situation, elle est assez grave. Il y a de quoi dramatiser? Il y a de quoi dramatiser. Moi, je pense qu'il y a des arrière-pensées politiques derrière tout ça, comme d'habitude en France. C'est M. Macron qui essaie de se placer sur l'échiquier politique suite aux élections législatives. Il faut dire que sur les 56 centres nucléaires français, il y a un tiers qui ne fonctionne pas. Bon, EDF a promis de les remettre d'ici l'hiver, mais c'est-à-dire c'est une faille de la politique énergétique depuis quelques années d'avoir laissé ça. Et ça aussi, ça a été fait pour des raisons politiques. Donc, avec les nucléaires, la France n'aurait pas les difficultés qui auront d'autres pays. Mais c'est surtout, à mon avis, en tout cas, j'ai l'impression que tout ça, qu'il y a beaucoup de arrière-pensées politiques. Et quand vous avez dit, Eduardo, comme d'habitude en France, des arrière-pensées politiques comme d'habitude en France, parce que c'est propre à la France selon vous ou pas? Non, ce n'est pas nécessairement propre à la France, mais il y a toujours... la France est un pays très compliqué, hein, il faut le dire. Je suis là depuis longtemps, mais je ne sais pas si je la comprends toujours, mais elle est compliquée. Et puis, surtout après les élections, les différents partis essaient de se positionner et le gouvernement n'a pas la même autorité qu'il avait pendant le premier mandat de Macron. Ana Navarro Pedro, un conseil de défense, on pourrait se dire que normalement c'est l'exception, là ça devient la règle. Ça devient la règle, c'est un peu étonnant. Il y a quand même 27 pays en Union européenne, donc un autre a un conseil de défense, donc un autre en fait un secret défense, des mesures, des débats, tout le monde trouve des solutions. Et des mesures pour la politique énergétique.
il y a une dramatisation, il y a une dureté toujours dans la communication française, pas française, de l'administration, du gouvernement Macron et de Macron lui-même, quelque chose de martial, d'imposé, de père fouettard, si vous préférez. Il y a toujours, c'est dans sa nature, c'est dans la nature de son gouvernement. Je suis pas sûre que ça marche très bien dans ce pays. Et là, ils sont assez conscients que le pays est un petit peu en état d'attente. Et que si les factures augmentent d'une façon brutale, il risque d'y avoir une réaction sociale très puissante. Si vous parlez avec les gens... Gabriel Attal parlait ce matin potentiellement de 20-30% d'augmentation, je crois. C'est ce dont il parle, et c'est beaucoup moins que dans d'autres pays. C'est vrai aussi que, par exemple, le Portugal et l'Espagne, vous parliez d'Italie qui avait anticipé et qui avait pris d'autres mesures en dehors du cadre de l'Union européenne, par ailleurs. Et le Portugal et l'Espagne sont carrément sortis du cadre tarifaire pour l'énergie électrique de l'Union européenne. Ils ont anticipé ce qui se passait depuis l'année dernière. En octobre, ils avaient un plan qu'ils ont mis en pratique ensemble auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et ils ont obtenu une dérogation pour sortir de la grille tarifaire. Donc, ce qui veut dire qu'on va payer certainement l'énergie beaucoup plus chère, on la paye déjà, que auparavant, mais pas au prix où elle se pratique en Europe, parce qu'il faut aussi voir, petite parenthèse, mais il faudrait aussi étudier la constitution du prix de l'énergie électrique en Europe. Il est dépendant du gaz, certes, mais là, il y a aussi peut-être une bulle spéculative. Point d'interrogation, à voir si c'est vrai ou pas. Donc, pour la politique de communication du gouvernement, c'est vous allez avoir, comme vous avez eu pour la politique sanitaire, c'est ça et c'est pas autre chose. C'est assez normatif, aussi directif dans ça. Il a le temps de s'assouplir d'ici janvier, on va dire, parce que le blocage des prix en France va se poursuivre, si j'ai bien compris, jusqu'en février. Il a le temps de s'assouplir. Il a face à lui une population qui est mécontente, profondément mécontente, et qui a très mal pris le mot abondance. Évidemment, il était dans un contexte d'abondance, d'énergie électrique, pas chère dans le passé, mais il a été pris dans le contexte où les gens disent le travail ne paye plus, notre pouvoir d'achat a diminué, et ça a été pris aussi dans ce sens-là, qui n'était pas ce que Macron voulait dire, mais ça a été très, 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 très mal pris par la population française. Enfin, je ne peux pas parler par la population française tout entière, évidemment, mais... C'est le ressenti que vous avez. Mais parlant avec tout le monde, et surtout en vacances et un peu partout en France, c'était cette réaction que j'ai pu glaner, que j'ai pu vérifier. Quand on entend Agnès Pannier-Runacher dire bah oui, on a anticipé, c'est vrai ou pas ? On a anticipé, toutes ces mesures, les hausses des prix, les boucliers, ce qui a été fait là, oui, la France a anticipé. Elle a raison de le dire en comparaison, c'est ce que dit Navarro Pedro au Portugal, à l'Italie, à l'Espagne. Quand je venais de vous dire, effectivement, on a eu l'impression que tout s'est déroulé dans des temps très rapides ici en France, mais en même temps, c'est vrai que quand on va lire les détails de ce que certaines entreprises aussi ont fait, c'est vrai qu'ils ont anticipé un peu les mesures, genre, même si ce n'était pas communiqué par le gouvernement, il y a eu 2 mois pour se préparer à ces moments. On va dire, on n'était pas étonnés par le fait qu'il y avait besoin de mesures urgentes. Je veux dire, on aurait pu nous dire au mois de juin, il va faire chaud, mais faites attention à ne pas trop mettre la clim parce que... Mais c'est finalement ce qu'ils ont fait un peu, non ? Quand même, on a commencé à en discuter au début de l'été. Ce n'était pas officialisé et probablement il y a eu des parties de la société qui ont attendu jusqu'à la dernière minute pour pouvoir vraiment changer leurs habitudes parce que ça coûte au niveau social et ça coûte au niveau économique. Mais en même temps, c'est vrai que si on regarde les données, par exemple, du commerce en France, beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises françaises ont commencé à couper la consommation d'énergie déjà au début de l'été. Du coup, oui, on s'est un peu préparé à l'avance, on s'est concerté à la fin. Oui. Je pense que le gouvernement se prépare à l'avance. Beaucoup dépendra, bien sûr, sur l'hiver, c'est-à-dire depuis quelques années, les hivers ne sont pas si froids que ça. Donc, on verra... on joue un peu à pile ou face. Oui, mais on verra ça. Je pense que ça aura un effet assez fort sur la politique énergétique. Moi, ce qui m'étonne de tout ça, c'est le choix des mots de la part de M. Macron. Quand il parle de la fin de l'insouciance, quand il parle de la fin de l'abondance. Et il dit ça aux Français après 2 ans de pandémie. Et il dit ça aux Français avec une inflation qu'on n'a pas vue depuis quelques décennies. Je pense qu'il est vraiment en décalage avec les réalités des pays. Et je remarque ça depuis sa réélection au mois d'avril. Qu'il est vraiment il y a un décalage entre lui et le peuple français.
C'est votre avis? Oui, je voulais ajouter une chose sur le mot sobriété qui justement est un mot qui nous impressionne beaucoup. Ce que le gouvernement français a fait est à l'opposé de ce que notre gouvernement en Italie a fait sur ces côtés-là, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes intéressés à la sobriété, mais le gouvernement français a décidé de demander aux entreprises un effort. Nous, en Italie, on a demandé aux citoyens, aux foyers, aux ménages, les efforts. Et on n'a pas du tout demandé des efforts aux entreprises, justement parce qu'on vient de 2 années, 3 années désormais compliquées à cause de la pandémie, de la crise économique. Et on avait peur de donner trop de responsabilités à des entreprises qui déjà avaient du mal à sortir de cette crise. Et ça a suivi ou pas? Est-ce que les citoyens ont fait les efforts réclamés? Ils vont devoir commencer bientôt. Justement, c'est ce que notre gouvernement nous a communiqué il y a 2 jours. Mais c'est vraiment à l'opposé du choix français. Si on y pense, Macron a dit non, nous, on ne va rien demander aux ménages pour l'instant. Probablement parce qu'ils ont peur d'une explosion sociale. Oui. Parce qu'on a eu les gilets jaunes, peut-être aussi. Oui, j'en parlais justement, je disais, il y a cette sorte d'attentisme dans la population française. Tous les gens me disaient, si on ne peut pas payer la facture énergétique, tous les gens avec qui j'ai parlé, ça va mal se passer. Parce que cette phrase que j'ai entendue, vraiment, elle m'a marqué. Le travail ne rapporte plus pour beaucoup de gens dans ce pays. C'est absolument extraordinaire, une économie riche, un pays riche, puissant, entendre ça. Et ça marque les gens. Et quand la phrase prend dans son entourage, dans sa famille, dans son entourage, ça prédispose à un autre état d'esprit et un état d'esprit de combat quasiment. Et je pense que les gouvernements, malgré cette distance qui est très réelle, ce décalage avec la réalité, quand même, ils sont conscients de ce danger. Et quand le gouvernement parle de rationnement, par exemple, ça va aussi dans ce sens-là? Ça va dans ce sens-là. Je pense que les Français, comme tous les autres, sont prêts à faire des sacrifices. La question, c'est pourquoi on fait des sacrifices au départ, les choix qui ont été faits au départ. Je parlais de la grille tarifaire du gaz, les choix de politique étrangère dont on va parler. Je pense que tout ça va donner un magma peu prévisible au moment où l'augmentation des factures d'énergie vont atteindre les foyers français. Et puis, on met l'accent sur les entreprises, sur les sacrifices des entreprises. Mais il faut voir, il y a des toutes petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui vont qui vont mettre la clé sur la porte. Je voyais en Italie un artisan qui fait des gelatos, de la glace en été. Et il disait... Mon augmentation de tarifaire a tout bouffé. L'année dernière, j'ai payé 1 300 € d'énergie, de facture. Cette année, je paye 5 600. Ma marge est disparue. J'ai travaillé pour rien. Mais ici en France, ça va être le même, au pire. À la différence près qu'il y a ce bouclier aussi qui est annoncé. Et qui est bouclier pour les 2023. foyers, pas pour les entreprises. Donc, à voir s'ils vont tenir en considération les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Vous voulez réagir rapidement? Non, je voulais dire que je pense que le gouvernement exagère à volonté cette crise pour que les Français économisent sur l'énergie. Et puis, peut-être que ça marchera. Peut-être un mal pour un bien et une accélération de... Voilà. Mais il y a les boucliers pour les prix de l'électricité, les prix du gaz en France. Donc, il ne faut pas oublier ça. Moi, je ne suis pas si sûr que ça, que les Français ne pourront pas payer leurs factures d'électricité ou que les usines vont fermer, etc. Je pense que tout ça, c'est vraiment pas mal exagéré. Bon. Demain, 5 septembre, Emmanuel Macron, en tout cas, aura un ou une nouvelle homologue à féliciter, avec qui il faudra désormais travailler, puisqu'on devrait connaître le nom de celle ou de celui qui succédera à Boris Johnson. On va vous faire écouter les propos de Liz Truss. Elle est l'une des 2 candidats et ses propos, vous allez les entendre, symbolisent peut-être, et on va en reparler, la perte d'influence du président français à l'international. President Macron, friend or foe? The jury's out. But if I become Prime Minister, I'll judge him on deeds, not words. Comment vous réagissez? Le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants.
Eduardo Co, le visage d'Emmanuel Macron, là, en dit long quand même sur ce qu'il en pense. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que ça va très mal entre la France et l'Angleterre depuis Brexit. Ça va de plus en plus mal à la relation entre les deux pays. Avec Boris Johnson, ça n'allait pas du tout. Il y a les problèmes des migrants aussi qui arrivent sur les côtes anglaises. Et puis, il y a deux cultures politiques qui sont complètement différentes. Et on a beaucoup de problèmes. La France et l'Europe tout entière a beaucoup de problèmes avec l'Angleterre à plusieurs niveaux. Donc, il ne faut pas s'attendre que ça s'améliore avec le ou sans doute la nouvelle première ministre. Bon, et si on aborde ce sujet, c'est parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette brouille avec le Royaume-Uni, il y a l'affaire des sous-marins avec l'Australie, il y a le retrait du Mali aussi. Enfin, on a l'impression, Anna, que c'est pas pareil que pendant le premier mandat. On se trompe ou pas? La politique étrangère ne peut être définitivement taxée de bien ou de mal, efficace ou pas, sur le moment. Souvent, c'est dans la durée qu'on va examiner, qu'on va changer d'opinion. Pensez à Jimmy Carter, président américain, dont la politique étrangère a été décriée pendant son mandat, et l'histoire, les livres d'histoire, plus tard, nous la louent et en font la louange. Donc, je crois qu'il y a un problème en France, pas qu'en France, dans l'Occident, c'est ne pas prendre conscience des changements des lignes de force géopolitiques de notre période et d'agir toujours comme au XXe siècle. Par exemple, en Afrique, un peu en attitude entre puissance et paternalisme, qui est toujours très mal vu. Et en Europe, c'est plus compliqué pour la France parce que c'est une puissance fondatrice de l'Union européenne, et la seule qui a une puissance nucléaire aussi. Donc ça lui donne de facto un statut prépondérant en Europe, surtout maintenant que l'Allemagne est inaudible. En même temps, les autres pays ne sont pas d'accord. Ils disent, mais personne n'a érigé la France et Emmanuel Macron en porte-parole des 27. Et au niveau des États-Unis, il y avait cette sortie qu'on a entendue de la part d'Emmanuel Macron disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ce qui n'était pas faux à l'époque. Mais les circonstances ont changé après. Et donc, au niveau des États-Unis, ce non-alignement, allié mais pas aligné, qui était enfin la ligne directrice de la politique étrangère française, en ce moment est mise à mal parce qu'il y a effectivement, de facto, un certain alignement avec les États-Unis, avec l'OTAN, par la force des circonstances. Donc, c'est difficile d'adapter la politique au changement presque continu des relations internationales actuellement. En même temps, la politique étrangère s'est anticipée. Quel sera le moyen de défendre les valeurs et les intérêts d'un pays dans le monde à venir. Et je pense dans ce sens-là, Macron continue quand même s'il est décrié, même s'il est très énervant pour beaucoup, il continue quand même, sans comprendre bien ce qui se passe, il a quand même en tête l'idée de défendre les intérêts de la France. C'est ce qu'il fait, Chiara Piotto, en assumant encore cette semaine Emmanuel Macron discuter, échanger avec Vladimir Poutine. Je trouve qu'au niveau international, Emmanuel Macron est toujours aperçu comme un personnage très fort. Même si en France, il est beaucoup critiqué, on le sait tous, même pour ses derniers voyages en Algérie, il a été considéré avec des nuances différentes par les différents médias et les analystes. Au niveau italien, par exemple, Macron est considéré tellement fort qu'on considère, je partage avec vous ces données parce que je les trouvais quand même intéressantes. Vous savez qu'on est en pleine campagne électorale en Italie. On a plusieurs sondages qui sont publiés tous les jours. Un dernier sondage Ipsos qui mesure la température parmi les Italiens demandait aussi aux Italiens, est-ce que vous avez l'impression que l'Italie soit un pays indépendant? Et les 18% de ces Italiens, qui est beaucoup, ont répondu, on a eu l'impression que l'Italie est subjuguée par la France. Je trouvais ça quand même intéressant. C'est forcément lié au rôle d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron a joué notamment pendant la crise en Ukraine. L'impression que, comme analysé, Macron a voulu garder un leadership et parler pour tout le reste de l'Union européenne. En particulier, l'Italie a eu l'impression de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer dans cette crise. Tout ça pour dire, c'est vrai que
par rapport au premier mandat, Emmanuel Macron semble moins fort devant ses opposants. Plus isolé peut-être. Plus isolé, mais en même temps, au niveau international, ça ne suffit pas une année ou une élection pour complètement effacer ce qu'on a fait pendant 5 années. Du coup, pour terminer, je trouve que le choix d'Emmanuel Macron de continuer à discuter avec Poutine, même si moins souvent qu'avant, parce qu'on connaît les rôles de la Turquie qui quand même avance. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, Emmanuel Macron. Il ne veut pas que soit la Turquie comme seul interlocuteur. Voilà, c'est un choix qui, nous, du côté italien, on considère quand même un choix fort et important. Eduardo, c'est intéressant le sondage dont parlait Chiara en Italie sur le pays non indépendant vis-à-vis de la France, parce qu'en France, si on posait la même question, il y aurait probablement la même réponse avec les États-Unis ou l'Allemagne. Oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce que vient d'être dit. Moi, je pense que la diplomatie française traverse une grave crise. L'influence française en Afrique s'effondre, mais de jour en jour. Je pense que Macron a mal joué sa partition vis-à-vis de Poutine. Il y a plusieurs pays dans l'Union européenne, que ce soit les pays de l'Est, que ce soit les pays baltiques, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique de discuter avec Poutine. Et qui l'ont d'ailleurs fait savoir et qui l'ont d'ailleurs fait savoir, et que ça n'a rien donné du tout. La France n'a pas été suivie. Mais c'est ça, et surtout que ça n'a rien donné du tout. Ça, on ne sait pas, peut-être que ça a limité certaines choses, peut-être. Franchement, je le doute. Et puis, le couple franco-allemand, pour plusieurs raisons aussi, n'est pas ce qu'il était. L'influence de la France et de l'Allemagne en Europe, dans l'Union européenne, n'est pas ce qu'elle était, parce que d'autres pays, comme la Pologne, comme les pays baltiques, etc., ne sont pas d'accord avec le fait que c'est l'Allemagne et la France qui décident pour eux. Et ils sont de moins en moins d'accord. Je veux dire une chose, j'ai passé la plupart de l'été au Mexique. Le Mexique, c'est un pays très francophile. Et puis, je peux vous dire que Macron, on ne connaît pas. J'étais là pendant 2 mois. Et on n'a pas du tout parlé de Macron, mais pas du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que la diplomatie française compte autour du monde ou qu'elle compte de moins en moins à la fois en Afrique et en Europe. L'histoire des sous-marins australiens est là pour les montrer aussi. Donc, je ne sais pas, je pense que M. Macron a envoyé de très mauvais messages. Il est allé à Kiev beaucoup trop tard. Je n'ai jamais compris quelle est sa politique vis-à-vis de l'Ukraine, finalement. Il n'a pas été aussi clair qu'il aurait dû l'être, et je pense que ça lui a coûté beaucoup en crédibilité. Ana Navarro-Pedro, c'est, comme le dit Eduardo, globalement toute la diplomatie française qui souffre en ce moment? La diplomatie française souffre de plusieurs choses. On connaît le problème actuel, la suppression du corps diplomatique qui passe très mal dans le Quai d'Orsay, dans le réseau, alors que la France a le 3e réseau le plus grand au monde de diplomatiques. Et d'ailleurs, une association qui est créée aussi pour défendre une diplomatie forte, influente, à laquelle participent notamment Dominique de Villepin et Michel Barnier. Voilà. Ensuite, cette diplomatie française est mise à l'usage plutôt de la promotion des entreprises françaises et de l'économie française. Alors, la diplomatie aussi doit être aussi ce qu'elle a été dans le passé et qu'on oublie un peu, c'est qu'elle doit aussi prendre la température du pays, anticiper ce qui va se passer, ce qui va se passer dans certains pays, les lignes de force, être très renseigné et informer aussi le Quai d'Orsay. Je pense qu'ils le font toujours. Je ne sais pas si les notes des ambassadeurs arrivent ensuite jusqu'au cabinet du président à l'Élysée. Et si elles y arrivent, si elles sont lues. Ça, c'est une autre affaire, une autre histoire. Mais je pense qu'en ce moment, il y a aussi un problème avec Macron. C'est vrai que ce qu'on lui critique le plus, si je parle avec certains diplomates ou avec certains politiciens, certains responsables politiques portugais ou d'autres européens, ce qu'on lui reproche, c'est souvent de faire des coups d'éclat qui captent l'attention. Plus médiatique qu'autre chose. Oui. Mais qui n'ont pas une certaine substance derrière, qui n'ont pas un plan d'action concret derrière. Donc ça, c'est le reproche qu'on lui fait, et d'où cette perte de crédibilité. Juste en quelques mots, Chiara Piotto, parce qu'il y a toujours une question qu'on se pose dans ce type de débat à la fin, c'est est-ce qu'il y aurait mieux que lui finalement pour représenter la France à l'étranger ? Quand on se met dans les yeux de journalistes étrangers. Au niveau français, vous dites s'il y aurait un autre politicien qui pourrait prendre sa place. Qui aujourd'hui a une aura à l'étranger, qui serait écouté.
on n'a pas vraiment une deuxième génération politique en ce moment qui soit tellement visible au niveau international. Du coup, je ne peux pas faire des noms. Mais moi, je pense que la réponse est non. Il n'y en a pas, bien malheureusement. Et c'est ça la chance, entre guillemets, de Macron, dans la mesure où il n'est pas si bien que ça, mais il est mieux que tous les autres. Mais ça dit beaucoup sur la classe politique française. Bon, je vais vous laisser la parole, Eduardo Coué, parce qu'on passe à la carte blanche, la fameuse carte blanche de nos correspondants. Aujourd'hui, Eduardo, vous, ce qui vous a marqué dans cette semaine politique française, c'est ce que vous qualifiez d'expulsion ratée, finalement, d'Hassane Iqiyoussen. Tout à fait, ça montrait la faiblesse de l'État, tout simplement. Voici un homme qui est déclaré l'ennemi public numéro 1, qui devient un symbole pour le ministre de l'Intérieur, qui, enfin, si j'ose dire, est expulsable. Et quand on va le chercher, surprise, il n'est pas là. Franchement, ce n'est pas très sérieux, tout ça. Même si la décision du Conseil d'État, c'est un précédent, c'est à mon avis un bon précédent, c'est-à-dire que des imams comme lui peuvent être expulsés, mais à la fin, c'est presque, je suis désolé de le dire, mais c'est presque risible. Comment est-ce possible que cet homme n'était pas suivi dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont précédé ces décisions. Et puis, ça ne fait pas très sérieux. Et je pense que ça donne une mauvaise image de la France à l'extérieur. Ana Navarro, Pedro, voulez-vous nous parler de ce conseil, ce CNR, le Conseil national de la refondation ? De la refondation. Que vous qualifiez peut-être de torpiller jusqu'au sein de la majorité ? Oui, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas un politique. Il a eu des coups politiques intéressants jusqu'à présent, mais ce n'est pas un politicien. Et donc, il n'a pas le sens des... C'est un gestionnaire, c'est un banquier, un homme d'entreprise, c'est un gestionnaire. Donc, il est gestionnaire, il a quelque chose qui l'embête, c'est l'Assemblée nationale, c'est plus à sa botte, c'est un peu la pagaille. Les députés osent aller contre lui. Eh bien, on va créer un truc à côté pour remplacer cela. Le Conseil national de la refondation, qui a pour objectif de lire, débattre des textes de loi avant qu'ils n'arrivent à l'Assemblée nationale, avec des gens des partis politiques, mais aussi avec des entrepreneurs, des syndicalistes, des citoyens. D'accord. Bah oui, mais c'est pas la démocratie, ça, exactement, parce que une institution démocratique constitutionnelle nous embête, on va créer une autre pour mettre l'autre de côté, ça marche pas. Et heureusement, dans ce pays, il y a encore des gens, même dans son camp, qui disent non. Donc il y a toutes les oppositions qui disent faut pas rêver, grosso modo. Et puis il y a Édouard Philippe, alors Gérard Larcher, président du Sénat, quand même, deuxième personnage de l'État. Mais bon, qui n'est pas allié. Qui n'est pas allié, mais qui a dit c'est hors de question aussi. C'est intéressant parce qu'il a il a une puissance d'influence dans ce pays au niveau des territoires, etc. Et puis finalement, on a Édouard Philippe, ancien Premier ministre Emmanuel Macron, qui n'est pas disponible cette semaine pour le début, qui est au Québec, hélas, mais qui dit aussi, et ça c'est merveilleux, que on n'a pas à remplacer l'Assemblée nationale par autre chose et que ce n'est pas du tout l'objectif d'Emmanuel Macron. C'est d'une perfidie toute britannique. C'est magnifique. Chiara Piotto, vous allez nous parler de Marine Le Pen sans nous parler de Marine Le Pen. Exactement. On a parlé de deuxième génération de politiciens et effectivement, ces mois-là, dans 20 jours, on va avoir un nouveau Parlement en Italie et tout le monde parle, même en France, de Giorgia Meloni, qui est l'équivalente, est considérée comme l'équivalente de Marine Le Pen en Italie. Marine Le Pen et Giorgia Meloni se sont rencontrés d'ailleurs plusieurs fois, ont beaucoup de points en commun dans leur programme électoral. Les deux représentent l'extrême droite en France et en Italie et en Europe en général qui monte. Et c'est vrai que Giorgia Meloni est première dans tous les sondages depuis le début de l'année, dans une campagne électorale qui n'a pas bougé les lignes. En plus, elle reste avec son parti d'extrême droite première dans tous les sondages. Et d'où ce qu'on se demande en Italie, c'est est-ce qu'elle va rester à l'opposition comme Marine Le Pen, du coup forte dans ses oppositions, ou est-ce qu'elle va vraiment devenir la première présidente du Conseil? Eh ben on verra, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Chiara Piotto. Les législatives en Italie, c'est le 25 septembre. On suivra cela sur France Info. Merci, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette première de l'année pour Correspondant.